Alors, les pyramides, je ne vais pas m'étaler dessus, mais tout le monde connaît Saqqara, c'est Imhotep, et puis Médoum, Dachour, la rhomboïdale et la rouge. À partir de Médoum, c'est la même famille qui va construire les pyramides. C'est la famille de Snéfrou, Khéops, Képhren et puis aussi Mykérinos. Déjà, les trois, Snéfrou, Khéops et Képhren, ils ont déplacé 17,5 millions de tonnes de pierre. Et puis les deux petits rigolos qui ont fait la chose, c'est Émionou et puis Ankaef qui ont fait la pyramide de Khéops. Le buste de Ankaef est au musée des Beaux-Arts de Boston. Quand vous êtes en face le buste, vous regardez la tête du gars et vous vous dites « Oh là, il y en avait dedans ». Et ça, je peux vous dire qu'il y en avait. Je mets cette phrase parce que Albert Einstein, un problème sans solution est un problème mal posé. Depuis toujours, les égyptologues, je rappelle que l'égyptologie, ça date de la mission en Égypte, la campagne d'Égypte de Bonaparte, c'est 1800, donc c'est 200 ans. Et l'architecture, c'est peut-être, après la prostitution, le plus vieux métier du monde. Donc les égyptologues nous ont toujours dit, à partir des textes, que les pyramides avaient été construites de l'extérieur, en se basant sur Hérodote, Diodore de Sicile. Mais en fait, c'est une mauvaise interprétation des textes, parce que Hérodote n'a pas dit ça, et puis Diodore de Sicile non plus. Donc les principales théories, je ne vais pas les attaquer, parce que à la fin, vous allez me dire, c'est vrai qu'elles ne sont pas... La grande rampe. La grande rampe, c'est construire deux pyramides pour en jeter une à la poubelle. Ça n'a aucun intérêt. La rampe en spirale. Vous avez des poutres qui font 60 tonnes, qui ne peuvent pas être livrées au début du chantier, comme les gens, les égyptologues disent, oui, mais on les met au début. Allez taper 43 poutres de 27 à 60 tonnes en granit à 900 km au sud, avec des boules de dólérite. Ça ne prend pas 15 jours, ça prend une dizaine d'années pour faire toutes les poutres. Donc il faut être capable de monter ces poutres une fois que le chantier est à une certaine hauteur. On ne va pas attendre le début du chantier que les poutres soient là. Puis alors les machines, ça c'est une interprétation du texte d'Hérodote. On dit, on vous montre des machines, on passe une pierre d'une pierre à l'autre. Mais la pyramide, c'est pas des cubes, c'est pas 2,5 millions de blocs bien cubiques. Les Égyptiens n'auraient jamais fini la pyramide de Khéops si c'était ça. Les Égyptiens étaient plus malins. Les deux éléments à l'origine des pyramides lisses, c'est la voûte en encorbellement, c'est-à-dire que ça permet de construire des pièces dans une masse de pierre, et parce que ça reprend les charges verticales, ça résiste. Par contre, ça ne prend pas les charges obliques, et ça c'était un problème pour la pyramide de Khéops. Et le deuxième élément, c'est le calcaire de Toura. Le calcaire de Toura, c'est le calcaire très lisse, très blanc, qui ornait, qui faisait les faces des pyramides. Parce que le calcaire local, c'est un calcaire nummulitique, avec plein de petits fossiles. Alors quand vous voulez le poncer, eh ben les petits les trucs qui sont dedans, les nummilites, oui, les fossiles, ça fait que le calcaire ne peut pas être lisse. Et surtout que le calcaire de Toura, c'est un calcaire qui est très tendre quand il est encore dans la carrière. C'est un peu comme le calcaire de la Loire. C'est facile à tailler pendant qu'il est à la sortie de la carrière, parce que après, il y a le calcin qui se forme dessus et devient très dur à tailler. Comme les Égyptiens n'avaient pas d'outils en fer, ils avaient que du cuivre, ils se sont dit, c'est plus simple de tailler les blocs à la carrière et puis à la forme définitive et de les emmener sur le chantier. La préfabrication. Donc nos amis, l'architecte de l'époque, avait déjà inventé la préfabrication. Et la préfabrication, ça permet de faire une pyramide parfaite. Les outils, c'est très simple. Du bois, les matériaux et les outils, de la corde, du cuivre, et puis de l'intelligence. Vous voyez la barque de Khéops, il y a une maquette de la coque de la barque de Khéops. Si vous avez vu des photos de chaînes de montage d'Airbus, par exemple de l'Airbus A380, la partie inférieure, la coque inférieure de la 380, c'est exactement pareil. Mais c'était il y a 4500 ans.
Et vous avez à droite un traîneau qui est au musée du Caire et qui avait une capacité de 10 tonnes. Là, vous voyez souvent pour dessiner, ou des gens qui disent oh, il y avait des cercles. C'était tout simple. Pour dessiner la pyramide, une grille pour la pyramide des Khéops, c'est une grille de 20 coudées par 20 coudées. C'est la grille primaire avec les axes. Dessiner la base de la pyramide, c'était 22, 11 grilles de 20 coudées à l'ouest, autour des axes. Donc avec 4 notes, on peut faire le tour de la base de la pyramide. Et en hauteur, c'est pareil. La pyramide faisait 146 mètres, c'est-à-dire 280 coudées. Et à l'apothème, donc à la moitié de la pyramide, vous avez 11 cases de 20 coudées pour une hauteur au centre de 14 cases. Ça fait 11 par 14, c'est l'apothème de la pyramide. C'est hyper simple. Mais tout ça, ça ne suffit pas à construire un intérieur. À l'intérieur, il y avait une seconde grille d'une coudée par une coudée, où tous les pièces qui sont dans la pyramide sont sur cette grille, que ce soit au plan horizontal, soit au plan vertical. Donc les consignes de construction étaient très simples. C'était la chambre du roi, c'est une pièce qui fait 20 coudées par 10 coudées, qui est à 13 coudées au nord de l'axe est-ouest, et à cheval sur l'axe nord-sud, 14 coudées d'un côté, 6 coudées de l'autre. Puis ça y est, c'est fait. La boîte à chaussures, elle est placée. La grande galerie, on vous dit elle a une pente de 26 degrés. Non, elle n'a pas une pente de 26 degrés. On monte d'une coudée toutes les 2 coudées. C'est-à-dire c'est une pente de 50%. Rien de plus simple. Et si vous cherchez des pièces qui sont dans la pyramide, il faut chercher dans cette bande-là. Elles ne seront pas ailleurs. Parce que cette bande-là, elle est construite sur un socle qui est bien solide, alors que le reste, vous verrez, c'est du remplissage. Alors le chantier, il y a 2 chantiers dans la pyramide. Jusqu'à présent, tout le monde s'occupe de la construction du volume. C'est pour ça que toutes les théories sont basées sur le volume, mais elles ne s'occupent pas de la construction de la chambre du roi. Le volume, c'est quand même un beau volume, hein, c'est 2 600 000 m3, 5,5 millions de tonnes. Mais le problème, c'est la chambre du roi. C'est cette boîte à chaussures qui est à 43 mètres du sol, avec des poutres plates, en plafond de la chambre. Et au premier plafond, il y a 5 plafonds, au premier plafond, vous avez 9 poutres qui pèsent de 50 à 63 tonnes. Les Égyptiens sont incapables de soulever 63 tonnes. Hein, et nous, on aura du mal aussi. Donc c'est là la partie technique du chantier, c'est la chambre du roi. Et ça a entraîné beaucoup de choses. L'implantation sur le terrain, alors on vous dit qu'il y avait une colline au milieu, puis on a comme une dent et on a construit dessus. Non, les pyramides précédentes à Dachour, elles sont sur un terrain plat, donc il faut savoir construire une pyramide sur un terrain plat et puis pas inventer une colline sous la pyramide de Khéops ni celle de Képhren. Il y a une partie du socle rocheux qui a été conservé au centre de la pyramide, mais c'est sur une hauteur de 6-7 mètres. Ce n'est pas le volume. Par contre, pour faire la construction, le Nil, qui avait des variations entre la période de l'inondation et puis la période normale, les Égyptiens ont d'abord commencé à creuser un canal avec une prise d'eau à 30 km au sud de la pyramide, pour avoir toujours de l'eau au port qui a été creusé, là, qui est sur la gauche, sur l'image de gauche. Et donc pour être sûr de pouvoir alimenter le chantier en matériaux toute l'année. Vous voyez aussi que les courbes de niveau, le plateau ressemble un peu à une coquille d'huître à l'envers. Et la position de la pyramide de Khéops, c'est la première en haut à droite. Elle est positionnée sur un promontoire. Et ils ont laissé la place pour d'autres pyramides parce qu'ils avaient quand même la famille de Snéfrou Khéops, ils avaient une descendance. Donc Képhren fera sa pyramide au milieu et puis Mykérinos,
qui aura un peu moins d'argent, il fera la dernière du plateau de Gizeh, plus au sud. Donc je vous ai dit qu'il y avait des poutres de granit qui arrivaient d'Assouan en bateau, donc promener 60 sur le Nil, il y avait certaines périodes où ils pouvaient le faire, parce qu'il y avait des cataractes, et puis le calcaire de Toura, celui qui va servir à faire les façades, il n'est pas sur la rive ouest du Nil, il est sur la rive est, à peu près à 30 km au sud du Caire. Et donc ces blocs, il fallait les amener, et les blocs étaient amenés déjà terminés, c'est-à-dire taillés à la forme, à la pente de l'assise. Alors l'assise, c'est la couche en façade, la couche de blocs qui sont visibles. Comme on voit maintenant, c'est la deuxième couche, enfin c'est le deuxième rang. Donc les blocs avaient été préparés assise par assise à la carrière, et numérotés, tamponnés, et positionnés sur les faces étaient reconstituées avant d'être envoyées sur le chantier. Et après tout ça, il fallait quand même les monter. Alors, les grosses poutres de granit, qui ont commencé à arriver au bout de 2-3 ans, elles ont été stockées en partie haute des flèches rouges, ce que vous voyez. Donc quand on dit 8%, on est dans du raisonnable encore. Parce que quand vous avez une tonne, si vous la soulevez, il faut une tonne de force. Si vous l'avez sur une pente à 8%, il faut 250 kg de force. Ça diminue très vite. Mais ça augmente très vite aussi si vous... Donc, on revient sur le chantier. Là, c'est une étape du chantier où les carrières sont de plus en plus ouvertes. Et la pyramide continue à monter. La chambre du roi est en construction. Et vous voyez, il y a une petite image, un petit dessin en bas de l'image. C'est le sphinx. Parce que je dis que le sphinx a été creusé à l'époque, a été sculpté à l'époque. Et le sphinx, c'est le roi Khéops, c'est pas Képhren. Képhren a usurpé, en mettant sa pyramide là où elle est, il a usurpé la paternité du sphinx. C'est pas lui, c'est les Égyptologues. Vous voyez qu'une fois que toutes les poutres ont été stockées au niveau, il y a le second contrepoids qui est dans la pyramide, donc la grande galerie, qui permet de soulever, de hisser, c'est plus exact, le mot plus exact, de hisser les poutres à chaque fois, à chaque niveau de plafond. Parce que les Égyptiens ont toujours besoin de rester à plat pour avancer la construction à part les transferts en rampe, le reste, il faut que ce soit à plat. Donc c'est le principe, vous avez un contrepoids d'un côté, vous avez une plateforme de l'autre, on monte la poutre, on décharge la poutre, le contrepoids est en bas, après pour remonter le contrepoids, on recharge la plateforme, pas avec une poutre de 60 tonnes, mais avec une quarantaine de blocs de 2 tonnes qui sont facilement... et vous reconstituez une charge. Donc c'est laborieux, c'est fastidieux, mais c'est la seule solution pour les Égyptiens. Nous, on irait chercher des grues, mais... Le contrepoids, la grande galerie, vous voyez, c'est ce que je vous montrais, l'opposition. Vous avez le problème quand vous déplacez quelque chose, une charge, c'est le frottement. Les Égyptiens avaient réglé le problème du frottement par ce que j'appelle un train de rouleau. Ils avaient l'habitude de déplacer des grosses charges sur des rouleaux. Le problème, c'est de garder ces rouleaux à intervalles réguliers sur une pente. Ils avaient fait une sorte d'échelle dans laquelle les rouleaux étaient maintenus à la même distance et pouvaient tourner. Et le chariot lui-même roulait sur ce train de rouleau. Alors ça, c'est des choses qu'on a fait, on a simulé avec Dassault Systèmes, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de frottement. Il faut même plutôt essayer d'arrêter le truc si ça part. Alors ça, c'est la dernière itération du contrepoids. Vous voyez qu'une fois que le contrepoids est arrivé en bas, il est déchargé de la plateforme, il est poussé jusqu'au niveau du prochain plafond, et vous voyez qu'il y a déjà le plafond du dessous. C'est tout simple de pousser latéralement la poutre pour la mettre en place. C'est sur des chantiers, vous avez plein de trucs comme ça qu'on fait maintenant. Et pendant ce temps-là,
la pyramide, elle continue. Les autres ouvriers continuent à construire la pyramide, à mettre les façades, à mettre les blocs de ceinture et le remplissage. Alors aussi par rapport à la désignation des gangs, on avait parlé des 4 orientations ou des 4 du bateau ou les points cardinaux. Le 5e, c'était les meilleurs. On comprend que ceux qui travaillaient à la construction de la chambre du roi, de la grande galerie et de la mise en place de tout ça, l'utilisation du contrepoids, c'était certainement les ouvriers les plus spécialisés. Vous voyez, alors, une fois qu'on est arrivé au niveau 43, au lieu de continuer à augmenter la pente de la rampe, les Égyptiens ont continué la rampe, mais en la conservant à l'intérieur de la pyramide. Avant d'arriver à construire des pyramides, les Égyptiens creusaient. C'était des sapeurs, donc ils avaient une grande habitude de creuser. Là, au lieu de creuser, ils ont recréé des sortes je ne vais pas dire un tunnel puisque c'est une tranchée, mais ça a permis de continuer la rampe à l'intérieur, à ciel ouvert. Et là, l'extension de la rampe va permettre d'arriver à 73 mètres. Il y a la place, la longueur, pour arriver à 73 mètres. À 73 mètres, il y a 85% du volume qui est fait. Le problème, c'est que arrivé à ce niveau-là, vous voyez, on ne peut pas aller plus loin parce que sinon, la rampe en spirale à l'intérieur, elle est comme le serpent, elle va se mordre la queue, quoi. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une rampe. Et cette rampe, elle part de la base. La rampe, elle a été construite dès le départ de la construction de la pyramide, parce que les Égyptiens se sont dit, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas aller plus haut que la moitié de la pyramide. Et on n'aura pas une pyramide, on aura un mastaba. Donc c'est la rampe en tranchée, à partir des 73 mètres, le gros chantier de la construction de la chambre du roi est terminé, il n'y a plus rien à construire à part le sommet de la pyramide. La moitié supérieure qui reste. Mais vous avez vu que sur le diagramme de Petri, les blocs qui étaient à droite, ils étaient beaucoup plus petits. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'hommes pour les tracter, et puis il n'y a pas besoin d'une très grande rampe en largeur. Et pour pouvoir gagner en efficacité, ils ont construit dès le départ une rampe à l'intérieur de la pyramide à deux niveaux. Le niveau inférieur, c'était pour tracter les blocs, et le niveau supérieur, c'était pour le retour des équipes. Comme ça, ils ne se croisaient pas. Vous voyez, vous avez les équipes qui tirent à l'intérieur. Dans les angles, il y a des rotations. Alors ça, c'est une solution qui est de 2011, mais c'est encore beaucoup plus simple. Ça se fait avec des leviers. Dans ma dernière, ça se fait avec des leviers et c'est beaucoup plus rapide. Et ces leviers, c'est la meilleure interprétation des courtes pièces de bois du texte d'Hérodote. Et vous voyez à gauche, vous avez la rampe extérieure. Elle n'existe pratiquement plus parce que tous les blocs qui ont servi à faire la construction de cette rampe ont été recyclés, ont été retaillés. Et donc, dans des blocs bruts que vous taillez, vous avez des blocs plus petits. C'est ces blocs-là qui sont au sommet de la pyramide, qui font les 2/3, le dernier tiers de la pyramide, c'est des blocs de la rampe extérieure. Et donc ça, c'est la pièce de rotation. Vous voyez qu'à un moment donné, il n'y a plus de rampe extérieure. Et là, on arrive, tous les blocs qui sont au sommet, enfin, à partir de des 2/3, enfin, au-dessus de 73 mètres, c'est tous les blocs qui sont en jaune, donc des petits blocs. Le résultat, c'est que les blocs de la rampe ont été recyclés et il n'y a pas de gâchis. Ils ont laissé le terrain plat, propre. Et il n'y a qu'une seule solution pour faire ça, c'est qu'il faut être à l'intérieur. Il n'y a qu'une solution pour rester à l'intérieur et aller au sommet en tirant
sur une pente faible, c'est une rampe intérieure. L'histoire de cette rampe, elle n'est pas connue, elle n'a jamais traversé l'histoire parce qu'elle n'a jamais été vue. Pendant le chantier, elle n'était pas vue. Et une fois que la pyramide a été finie, elle n'a pas été vue. Elle est restée cachée dans la... Il y a aussi une chose, c'est que en faisant les façades directement en prenant la construction, ça implique une chose, c'est qu'on ne peut plus se poser dessus de l'extérieur pour continuer à travailler. Parce que vous êtes sur une pente à 51 degrés, vous ne tenez pas. Et si vous laissez des marches, comme les machinistes défendent, après il faut tailler, il faut surfacer la façade en partant du sommet, donc avec très peu une petite ligne de front, et des outils en cuivre qui s'usent très vite, des centaines d'ouvriers qui attendent en bas que les gars avancent, et puis surtout une pyramide qui va être vrillée, parce que vous n'avez aucune référence. Donc l'histoire des machines, c'est... Là, il y a... Et puis c'est 5 ans de travail. 5 ans de travail pour rien. Alors, pour vous dire, vous avez les papiers que je vous ai donnés, qu'on vous a remis. Vous allez sur le site de la CGP, vous aurez beaucoup plus d'explications de ça. Vous avez surtout des liens vers des documents que j'ai faits, qui sont publiés sur ma page Academia ou sur la page HAL, qui est dans le diaporama de Jean-Olivier. Vous verrez toute l'évolution de tout ça. Là, je vous ai fait un résumé rapide et pourtant ça a pris du temps. Voilà, alors, je reviens à la page. Pendant ce temps-là, il a fallu quand même trouver des indices. Donc, j'ai recherché les indices et j'ai surtout voulu essayer de faire une mission. Déjà en 2000, avec mon père, on a découvert que la fondation EDF avait fait une mission sur la pyramide de Khéops en 86-87. Et à l'époque, avec la microgravimétrie, c'est-à-dire l'étude de la densité de la pyramide, ils avaient donc fait une étude qui était assez longue, qui avait été arrêtée pour des raisons financières. Et c'est pour ça que sur le côté gauche en haut, il y a moins de couleurs. Mais ils avaient trouvé une anomalie qu'ils n'avaient pas pu interpréter. Ils pensaient que c'était peut-être la mémoire de la pierre qui avait tassé, alors que c'était le contraire, le verre étant une sous-densité. Et quand on les a rencontrés avec la rampe, avec la théorie, il y a un expert qui a dit « Ouh là là, on a ça dans les tiroirs depuis 15 ans ». Et ils nous ont sorti, quelques semaines après, l'image de gauche et l'image de droite, en disant c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a une allure en spirale à l'intérieur. Donc c'était déjà un bon indicateur qu'on était peut-être sur la bonne voie. Quand on voit la rampe intérieure à l'époque, vous voyez, elle était quand même pas trop... elle avait une certaine ressemblance. Et à l'époque, ils ont aussi trouvé, à l'ouest de la Grande Galerie, deux zones de sous-densité. C'est pas du vide, c'est une sous-densité. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais donc, cette sous-densité m'a fait réfléchir, et en 2003, j'ai imaginé quelque chose dont je vais parler tout à l'heure. En 2001, moi j'avais toujours pas été en Égypte, mon père non plus. Il était ami avec Georges Mesmin, qui était le maire du 16e arrondissement, à travers du Lions Club. Et ce monsieur avait été en Égypte. Et mon père dit « Mais tiens Georges, tu n'as pas quelques photos de la pyramide, parce que quand tu as été là-bas ?» Il dit « Si, je vais t'envoyer une photo. » Et sur une photo, il y avait ça, une encoche, une sorte de truc qui était bizarre, et ça m'a tout de suite interloqué. On en reparlera. Ensuite, en 2003, toujours en étudiant, je me suis dit, mais tiens, là, il y a un endroit qui est bizarre. Je ne me suis pas penché sur ce problème-là, mais parce que j'avais déjà d'autres choses à m'occuper. Il y avait une surdensité dans la face nord, à peu près au niveau des chevrons de l'entrée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide. Quand on voit la face nord, il y a une double paire de chevrons avec un grand trou. C'est-à-dire qu'il y a des voleurs qui ont essayé de piller par là, et ils se sont arrêtés. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et mon problème, c'est que je suis architecte. Donc, quand je vois une anomalie, je me dis, il y a quelque chose.
En 2005, à partir de 2003, j'ai été repoussé par le monde égyptologique français, le Sérail, il y en avait un qui m'appelait le gars des couloirs de métro, l'autre qui disait il trimballe des poutres de 60 tonnes dans une rampe intérieure. Par contre, aux États-Unis, j'ai rencontré un égyptologue, enfin deux égyptologues, le docteur Bob Breyer, qui dès 2003 m'a dit je vais t'aider, Jean-Pierre. Et puis surtout en 2004 et 2005, j'ai rencontré le docteur Dieter Arnold, qui est un égyptologue américain, qui était le patron de la mission américaine à Dachour, et il était directeur du musée, enfin de la partie égyptologique du Metropolitan Museum de New York. Ce monsieur, très bien. Je l'ai rencontré avec Bob Breyer, et à la fin de la réunion, il m'a dit Jean-Pierre, on va aller voir à l'arrière dans la bibliothèque. Je vais te montrer une gravure de Ludwig Borchardt, un Allemand du 19e siècle, et dedans, il y avait une rampe intérieure. Et ce jour-là, il a compris qu'il y avait une possibilité que les pyramides soient construites, les grandes pyramides soient construites par une rampe intérieure. Alors là aussi, il y a une petite vidéo. Alors après 2004, après septembre 2004 et ma première rencontre avec Zahi Hawass, je suis allé beaucoup en Égypte parce que j'ai des sponsors qui m'ont aidé. Et avec ma femme, on allait à un hôtel qui s'appelait Victoria, qui était à côté de la gare Sharia Gomouria. Et de la chambre de l'hôtel, ma femme a filmé ça. J'étais aux pyramides et elle s'est dit tiens, ça doit intéresser mon petit bonhomme. Vous voyez que les Égyptiens, là, ils travaillent, ils sont en train de construire ça s'appelle le pile load test, c'est-à-dire un massif pour tester la résistivité du sol avant de construire un poteau. Et la technique qu'ils ont employée, c'est de mettre des sacs de sable. Et vous voyez que pour les sacs de sable, ils rentrent à l'intérieur et ils font des allers-retours. Vous allez voir à un moment donné, il y en a un qui va dire attends, laissez-moi, hop. Et le massif, il est construit avec définitif. Enfin, il est fait naturellement. Alors ça, c'était déjà une première bonne indication que les Égyptiens, aujourd'hui, continuaient à avoir dans leur ADN cette idée de construire de l'intérieur. En 2008, un correspondant anglais, j'ai un avantage, je suis peut-être pas très connu, mais sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des... Donc j'ai un réseau d'informations qui est assez consistant. Et en 2008, donc, il y a un Anglais qui est aussi un amateur, mais qui est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux pyramides et à l'Égypte ancienne, qui m'a trouvé un texte qui a été écrit en 1944 par un colonel anglais qui visitait la fabrique de carton à Aboukir. Et en visitant cette fabrique, il était étonné parce qu'il y avait des pyramides. Alors là, les petites pyramides en sac de sable, c'était des pyramides qui font 7-8 mètres de haut. Et à Aboukir, elles faisaient plutôt 15-18 mètres de haut. Et j'étais étonné, quoi. Je dis, tiens. Et puis là, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait une petite entrée. Enfin, il y avait une sorte de trou. Et alors, il a dit, mais vous avez fait ça pour faire des abris c'était la guerre encore. Et le directeur a dit, non, je vous laisse lire. Mais ils ont simplement demandé aux ouvriers de stocker les blocs, les ballots de paille de riz. Et les gars ont fait naturellement des pyramides en les construisant de l'intérieur et en montant en zigzag dedans. Bon, et l'anglais s'est étonné en disant j'aimerais bien savoir ce que les autorités égyptiennes, les archéologues égyptiens pensent de cette solution qui est très économique en main-d'œuvre, en matériaux, et que les rampes atteignent d'énormes dimensions. Moi, je vous laisse lire. 2008, j'ai tourné plusieurs films, des documentaires pour la télévision. Pour France Télévisions, c'était Khéops révélé, avec un film de Florence Tran qui est passé sur France 2, puis qui passe souvent sur France 5. Et avec l'égyptologue Bob Breyer,
Donc on était sur place et j'ai demandé aux autorités si je pouvais monter à l'encoche pour vérifier s'il y avait quelque chose. On m'a pas donné l'autorisation, nous ayahuasca. Par contre, docteur Breyer, qui était égyptologue, ils l'ont laissé monter. Alors, j'avais donné des consignes, je lui ai dit tu vérifies au sol et tout ça, comment c'est. Et bon, il est monté avec le caméraman, et puis quand il est arrivé là-haut, il a vu un trou dans un coin, et il est rentré dedans. Et dedans, il y avait une pièce en forme de coupole. Et il m'a dit, c'est marrant parce que cette pièce-là, elle n'a pas été creusée, elle est construite. On voit bien que ça a été fait, et ça fait quand même déjà ça fait 9 mètres carrés, il y a 2,50 m sous plafond, et c'est en coupole. Et vous voyez que les blocs sont plus du tout les mêmes blocs. Il y a des gros blocs, puis il y a des petits blocs. Vous voyez, dans le là, vous avez des petits blocs. Entre les gros blocs, il y a des petits blocs. Là, ici, vous voyez. Et avec Dassault Systèmes, on a reconstitué, d'après toutes les photos qu'on avait, les images vidéo. Et tout ce qui est en orange, c'est des blocs qui ont été rajoutés. Et donc, vous voyez, quand vous enlevez les blocs qui ont été rajoutés, vous avez déjà une pièce d'une certaine dimension. Quand je vous dis que dans les angles, il fallait tourner, et vous voyez la position des rampes, c'est quand même... c'est très curieux. En 2010, avec Dassault Systèmes, on a fait des simulations pour essayer de voir si l'infrarouge pouvait permettre de voir des fantômes de rampes, des différences de température, s'il y avait un vide derrière. On savait que par la microgravimétrie, il y avait des vides dans les angles, parce que ça, la microgravimétrie montrait que vraiment dans les angles, il y avait des vides. Et sur les arrêts, de savoir si on pouvait voir les rampes. Avec une très faible différence de température, on pouvait voir des rampes en infrarouge. En 2011, à force d'avoir étudié la pyramide, je me suis dit, il manque quelque chose dans ce qu'on connaît de la pyramide. Il manque la partie principale de la pyramide, c'est-à-dire le vrai couloir qui mène à la chambre du roi, et puis l'antichambre, ou les antichambres, qu'il y a toujours avec les chambres dans les pyramides de la 4e dynastie. Vous voyez au passage, il y a la coupe sur la rampe intérieure. Vous voyez que c'est quand même un tout petit machin qui est dans la pyramide. Et la construction d'une rampe intérieure, pour passer de montée d'1 mètre, c'est 12 mètres de maçonnerie tous les 2 mois. Donc c'est pas quelque chose de... C'est incomparable avec une grande rampe extérieure. Alors l'évolution du circuit noble, c'est ce que j'aime, donc là, de 2003 à 2011. En 2003, pendant la canicule, j'étais dans un studio de 22 mètres carrés avec ma femme, et j'avais plus d'argent. Parce que pendant 7 ans, j'ai pas gagné d'argent. J'ai passé tout ce que j'avais, j'ai vendu tout ce que j'avais pour continuer. Je le sens maintenant à ma retraite, mais je me suis dit, je lâche pas. Et j'ai bien fait. Voilà, en août 2003, après la canicule, je disais la pyramide, il y a quelque chose derrière la façade, il y a une pièce, et puis il y a un couloir qui monte à la chambre du roi directement, et il doit y avoir une antichambre ou 2 antichambres, à l'endroit où il y avait les taches rouges que je vous ai montrées tout à l'heure, de sous-densité. Et puis je me suis dit, mais c'est direct à la chambre de la reine. Il n'y a pas un architecte qui construirait une pièce comme ça en façade, qui n'irait pas construire un couloir qui aille directement à la chambre de la reine. Même les ouvriers diraient au chef, attendez, on peut faire un couloir là. Alors vous voyez, il y a plusieurs solutions, parce que bon, j'ai tourné autour, mais la partie qui est à gauche ne changeait pas. Et il y a aussi les conduits en violet, c'est les conduits de la chambre de la reine, de la chambre du roi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils font partie du système de contrepoids. C'est des interphones. C'est tout con, c'est des interphones.
quand vous êtes dans la chambre du roi, l'acoustique, c'est 8 fois le son de... Et j'ai la personne qui m'a remis le dessin de la spirale en microgravimétrie m'a dit qu'une fois, il était dans la pyramide et il y avait des gars de son équipe qui étaient à la sortie du conduit nord, du conduit nord de la chambre du roi, qui se parlaient. Et il était là et il leur parlait en disant, il croyait qu'ils étaient dans la chambre des Herses qui était à côté. Il est allé voir, il n'y avait personne. Les gars étaient à 70 mètres plus loin. C'était un... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous verrez. Et là, en octobre 2005, jusqu'à cette époque-là, jusqu'à 2011, la grande galerie devait être ouverte pour laisser passer les cordes de contrepoids pour la traction des poutres. Et vous voyez qu'au-dessus de la petite maison d'entrée, je vais l'appeler la petite maison d'entrée, il y a la rampe intérieure qui passe. C'est, je dirais qu'au niveau épure, 3D, pour des gars qui n'avaient que la grille et puis peut-être des maquettes avec de la paille, pour arriver à faire cette géométrie aussi parfaite, il fallait qu'ils en aient vraiment dans la tête. Et vous voyez, le second couloir ascendant arrive à un certain niveau. Justement, c'était pour pouvoir accéder à cette tranchée que j'ai mis en transparence et qui était absolument nécessaire à l'époque pour l'histoire du déplacement des cordes. Voilà, donc en janvier 2011, l'aspect, c'était ça. La double pièce d'entrée, voilà, en 2003, donc il y a des paires de chevrons. C'est pour pouvoir la procession funéraire. La procession funéraire ne pouvait pas passer par le couloir descendant, le couloir ascendant. C'est une vue de l'esprit. Le virage que vous voyez à gauche, l'image de gauche, c'est impossible. Le sarcophage n'y passe pas. Et on nous a raconté que c'était par là qu'ils tournaient, qu'ils avaient creusé. En fait, c'est tout simple. On fait une belle entrée et puis vous voyez à droite, en 2011, cette entrée n'était même pas... C'était la même... à partir de la même entrée sur la face de la pyramide, ça desservait le couloir ascendant, le couloir descendant, le nouveau couloir ascendant. Et il y avait besoin qu'une seule entrée sur l'extérieur. L'évolution du système contrepoids. Ça, je vous mets ça assez simplement que dès le début, avec mon père qui était ingénieur, il m'a tout de suite dit, attends, il y a un problème, c'est que des cordes, quand on change l'angle de la corde pour une traction, par rapport à la pente pour laquelle se circule le contrepoids, c'est l'angle bêta qui se crée. C'est-à-dire que si vous êtes parallèle à la pente, l'angle bêta n'existe pas et la force de traction est constante pendant toute la traction. Dès que vous commencez à ouvrir l'angle, c'est-à-dire l'angle bêta se creuse, la traction, quand vous êtes en haut, vous avez une traction qui est très forte, mais plus la corde va se mettre en biais et se mettre vers l'horizontale, la force de traction va diminuer. Donc votre contrepoids il va s'arrêter en cours de route et il ne remplit pas son rôle. Donc pour pouvoir continuer, j'ai été obligé de mettre en œuvre des équipes de 200 bonhommes. Quand on fait un processus technique, quand on est un architecte, on essaye de faire que ce processus technique marche de A à Z. Là, il marchait de A à Z, mais avec un complément humain qui était... on ne pouvait pas faire autrement, il n'y avait qu'une seule galerie. Et c'était déjà pas mal, c'était 200 personnes au lieu de 600. C'était déjà un beau gain. Et vous voyez les premiers dessins, les premières 3D filaires, puis après les premières 3D avec des rendus. Là, je vous montre la position des cordes en fonction de la traction. Et vous voyez aussi que les conduits de la chambre de la reine, la chambre du roi, ils arrivent au niveau où à chaque fois on a besoin d'avoir une communication pour une traction. Donc ça, c'est mes mises à jour de 3D, et puis j'améliore le produit à chaque fois. En 2007, on avait, ça c'était avec Dassault Systèmes, il y avait toujours ce problème de cordes, d'angle bêta.
Et vous voyez la poutre qui est tractée, hissée pour arriver au niveau du plafond, à construire, elle est sur une plateforme. Une fois que la plateforme est déchargée, on la recharge de petits blocs qui sont amenés par des équipes de 10 gars. C'est plus leur problème. Le problème, c'est la masse en un seul morceau, divisé pour régner. Voilà l'aspect de la pyramide à ce stade de construction. Bon, il y a encore des équipes, mais il y a une grande tranchée en plein milieu de la pyramide. Alors, en 2008, pendant le tournage, je me suis dit: «Il faut que je trouve des indices». Et le train de rouleau dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour que le chariot ne bouge pas, et pour qu'il circule sans frottement, il était sur un train de rouleau. Et ce train de rouleau, pour pouvoir être maintenu latéralement, il était dans une sorte d'échelle en bois qui avait une partie qui était enfoncée entre les banquettes, ce qu'on appelle les banquettes de la grande galerie, qui sont deux sortes de banquettes qui longent toute la grande galerie avec à une hauteur de 50 centimètres. Et je me disais, mais s'il y a eu ça, il y a dû y avoir des traces. Il y a quelque chose qui a dû frotter. Et pendant le tournage, le docteur Breyer m'a dit: «Regarde Jean-Pierre, il y a des striures partout, sur 10 centimètres. Et voilà, il y en a pas ailleurs. Et en plus, il y avait des traces de graisse. Donc, pour que le train de rouleau puisse circuler sans trop de frottement, parce que c'est le frottement qu'il faut toujours combattre, les gars avaient imaginé ce système de train de rouleau. Et le train de rouleau, pour qu'il soit toujours en tension, il fallait qu'il soit aussi tiré par quelque chose, parce que sinon il allait se mettre dans tous les sens. Donc pour rester toujours tendu, il fallait en partie haute de la grande galerie, il y ait une sorte de quelque chose qui permette de tirer. Et moi j'avais imaginé qu'il y avait un demi-tour en partie haute, un rondin avec un demi-tour, et que, vous voyez la corde qui passe sous le train de rouleau, que cette corde allait dans le couloir ascendant, qui est en bas de la grande galerie, et que dans ce couloir ascendant, il y avait un rouleau qui tirait en permanence le train de rouleau pour le maintenir en tension. Mais le problème qu'il y avait, quand on est allé sur place, c'est qu'il y avait la partie haute, il y avait pas trop, on voyait pas trop ce qui pouvait se passer, à part qu'on avait vu qu'il y avait un bricolage du docteur Hawass. C'est vrai, il faut le dire. Et j'ai un internaute qui m'a envoyé une photo. Voilà ce qu'il fallait que j'ai à l'époque, enfin quand j'ai fait mon truc, et voilà ce qu'il y avait avant que le docteur Hawass bricole. Il y avait une cuvette, et la cuvette, ça correspond exactement à la façon pour que les cordes puissent circuler. Donc vous voyez, des indices, il y en a. J'ai parlé que les poutres de granit étaient déchargées au port. Une fois qu'elles étaient au port, il y avait la rampe du port, c'est 650 mètres de long. On passe du niveau 20 au niveau 75, c'est-à-dire 55 mètres de dénivelé. Et ça fait une pente de 8,5% qui est pratiquement naturelle. Il y a très peu de parties rabotées, et puis il y a des parties où ils ont rajouté des blocs pour conserver la pente de 8,5%. Mais je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour tirer. Et un jour, il y a un internaute aussi qui m'a envoyé une photo d'un photographe suisse qui avait fait une photo depuis un ballon en 1905 du plateau de Gizeh à l'époque de 1905, et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est la rampe du port, c'est la chaussée monumentale. Et la chaussée monumentale, c'est ce qui est en jaune, avec la partie de gauche, et elle, si on la prolonge et qu'on l'envoie sous la pyramide de Képhren, et vous voyez le trait rouge, c'est la rampe de la pyramide de Khéops. Je me suis dit, il doit y avoir quelque part un indice qui prouve qu'il y avait une tranchée à cet endroit-là, ce qui serait en vert dans l'image du dessous. Sur Wikipédia, il y a un internaute et puis un égyptologue amateur, lui aussi. Il s'appelle Franck Monnier, qui dessine très bien.
ce qui est connu dans les pyramides. Et dans la pyramide de Képhren, il a dessiné une anomalie. Et la pyramide de Képhren, la chambre funéraire est creusée dans le sol, dans une tranchée. Elle a été couverte avec des chevrons par-dessus, mais le couloir d'accès à la chambre funéraire est creusé à 12 mètres de profondeur. Mais dans l'axe de la rampe du port, là, c'est pas creusé, c'est construit. Et la photo que vous avez en bas, le sol, le mur et le plafond, c'est construit. On ne construit pas quand on... C'est qu'il devait y avoir un trou. Et ce trou, enfin, ce trou, enfin, ce vide, correspond exactement à l'endroit où il aurait dû y avoir une tranchée. Donc là, c'est encore un bel indice. Donc le problème du contrepoids pour le plateau, il est réglé. En 2011, la dernière itération du contrepoids, c'était d'essayer de conserver les cordes du contrepoids parallèles à la grande galerie. Je couvrais la grande galerie pratiquement sur toute sa longueur. Alors la grande galerie, il faut dire qu'elle a une structure avec des redans qui permet, sur toute la longueur, qui permet de la laisser ouverte ou de la couvrir partiellement et de pouvoir la recouvrir des vides a posteriori. Et donc j'avais créé un puits en partie haute pour que le maximum de cordes reste. Mais ça ne simplifiait pas pour autant le problème, puisque à un moment donné, il y avait un angle qui était toujours pratiquement vertical, donc il fallait toujours 200 hommes. Voilà, les 200 bonhommes qui sont... Mais alors là, ils sont bien regroupés. Et vous voyez, la pyramide, elle est toujours construite tranquillement à côté. Par contre, là, on voit là, un puits qui est à côté devant les hommes en activité. Ça, c'était en 2011. Après, il y a eu la révolution de Tahir en Égypte. 2011-2013, ça a été le blackout sur l'Égypte. Moi, j'ai continué à travailler dans mon coin. Et parce que je me suis dit un jour, peut-être on recommencera. Mais donc, j'ai pu retravailler sur la théorie elle-même. Par contre, depuis 2001, j'ai toujours cherché à préparer une mission. En 2001, avec mon père, on est allé à Bordeaux pour un symposium. Et on s'était inscrit et on a posé à tous les spécialistes des techniques de détection non destructive. La question, c'était: pensez-vous que la technique que vous proposez puisse permettre de découvrir une rampe interne sous les faces de la pyramide? Mes premiers contacts avec des spécialistes datent du 2001. En 2002, avec mon père, on a rencontré le professeur Hani Elal, qui est un ingénieur de l'école des mines de Nancy, qui était conseiller culturel de l'Égypte à l'ambassade de Paris, qui m'a dit: Jean-Pierre, je vais t'aider. C'est un monsieur très sympathique. Et il m'a invité à faire une première conférence au Centre culturel égyptien de boulevard Saint-Michel à Paris. En 2003, la CGP a été créée. Parmi les fondateurs de la CGP, il y avait Hubert Curien, et puis beaucoup de gens du CNISF, des ingénieurs, du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, parce que mon père était un expert à ce niveau-là. Et les statuts, c'est d'essayer de détecter des cavités dans la pyramide de Khéops. En 2004, j'ai réussi, en tant que non-égyptologue, à faire une communication au Congrès des égyptologues de Grenoble, grâce au docteur professeur Hani Elal, et puis à une égyptologue française qui s'appelle Madame Cardin, Cécile Cardin, qui était très sympathique à mon égard. Et donc j'ai fait une communication sur toutes les techniques non destructives. Et ça m'a permis d'avoir cette communication dans les actes qui suivent toujours un congrès. Donc ça a marqué le temps. En 2005, avec le professeur Hani Elal, j'ai commencé à préparer une mission scientifique avec la faculté des ingénieurs du Caire. Le professeur Hani Elal, madame, sa femme,
était professeur aussi à la faculté des ingénieurs et la responsable de l'ECAE, qui était l'Engineering Center pour Egyptian Archaeology. Et, et c'est son service qui préparait toutes les missions pour Conseil suprême des Antiquités. Donc ils étaient parfaitement au courant de toutes les démarches qu'il fallait faire pour faire une mission. Et pour cette mission, le docteur Avoas m'a dit tu ne peux pas faire la mission tant que tu n'as pas un égyptologue de renommée mondiale. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je connaissais très bien docteur Arnold. Je suis allé le voir à Dachour, à sa pyramide, et je lui ai expliqué le coup. Il m'a dit Jean-Pierre, je te donne mon accord. Tu dis à Avoas que je suis avec toi pour cette mission. Et peu de temps après, j'ai rencontré le docteur Rainer Stadelmann, qui était le pendant allemand du docteur Arnold pour la mission égyptologique allemande, qui m'a dit Jean-Pierre, ton truc c'est vachement bien, je suis avec toi. Donc on a fait un dossier 150 pages avec 7 techniques. Il y avait la microgravimétrie avec la même équipe qui avait fait en 86-87. Il y avait le radar de sol avec une entreprise qui travaillait pour SNCF, pour les TGV, pour détecter des cavités sur les futurs TGV, les tracés des TGV. L'équipe de Thales, pour du radar, un nouveau radar qu'ils étudiaient, qui était en toute discrétion, c'était un radar qui était étudié pour le GIGN. Et donc on a fait des essais. Et une autre équipe qui était à l'infrarouge. Et le représentant de l'infrarouge, c'était un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Barré, qui était un grand spécialiste, et qui, en 2015, fera partie de la mission Scan Pyramide. Parce que c'est moi qui l'ai mis dans la mission Scan Pyramide. Et c'est lui qui a eu les premières images du fait qu'il y avait une pièce derrière les chevrons de l'entrée en façade nord. Là, en 2006, on a fait des expérimentations avec Thales à Coucy-le-Château et à Pierrefonds parce que c'est des châteaux en calcaire, donc ça faisait un peu l'équivalent des calcaires égyptiens. On a compris les limites de détection des radars. Il y avait des possibilités avec les radars, mais c'est quand même très difficile. C'était très difficile à partir d'une certaine distance. Quand on est têtu dans la vie, on ne se laisse pas faire. Et le docteur Hawass m'a refusé la mission en me disant que le docteur Arnold et le docteur Sadelman avaient déjà des missions et qu'ils ne pouvaient pas avoir 2 missions. Mais ces 2 archéologues m'ont dit Jean-Pierre, on est désolé, mais on a 30 bonhommes à faire vivre. Moi, je travaille pour le Metropolitan Museum de New York. Je ne peux pas dire non au docteur Hawass, donc il m'a dit tu diras que j'ai eu des problèmes, mais je ne peux pas le faire. Bon. Et j'en veux pas du tout à Arnold ni à Stadelman. Stadelman est mort depuis, mais j'ai des emails de ces deux messieurs qui me disent c'est formidable. Ça, un jour, je les sortirai. Mais donc, j'ai commandé, l'association a commandé à des experts de faire les touristes. Parce que l'intérêt de l'infrarouge, c'est que ça tient dans une caméra. Et quand vous êtes touriste avec une casquette et une chemisette, et que vous avez une caméra qui ressemble à une caméra de tous les touristes, et au printemps 2008, j'ai un expert touriste qui est passé par Francfort dans un club, dans un groupe de touristes allemands, et puis qui a quitté le groupe en arrivant là-bas. Je savais qu'il y avait déjà qu'il y avait un vide derrière les chevrons. Vous voyez que à la fin du printemps, c'est-à-dire en bas, l'image de gauche, vous avez en bas à droite l'entrée des voleurs, ce qu'on appelle l'entrée des voleurs, qui est l'entrée des touristes, qui a été creusée par Mahmoud en 1230. La température est de 18,5
Sous les chevrons, vous avez une température de 17,4, donc qui est à peu près proche des 18,5. Et au-dessus, vous avez les chevrons qui sont à 19,5, et puis la pyramide qui est encore plus chaude. L'hiver, la deuxième image, c'est un autre spécialiste qui est allé à l'approche de l'hiver. Et là, on voit que l'entrée des voleurs est à 18,2, donc il n'y a que 0,3 degrés d'écart. Sous les chevrons, c'est à 16,4, il y a 1 degré d'écart. Et ailleurs, c'est à 13, où il y a 6 degrés d'écart. Le fait que sous les chevrons, ce soit un peu plus froid que dans l'entrée, c'est que l'entrée, il y a la circulation d'air. Sous les chevrons, c'est de l'air qui est fermé, dans une pièce fermée. En 2011, j'ai été contacté par l'université Laval, des gens qui m'ont dit nous, on a le matériel pour aller faire la pyramide et essayer de trouver. Quand j'ai monté avec l'équipe de Scan Pyramide la mission de 2015, j'ai demandé donc à ce que l'université Laval prenne le spécialiste Jean-Claude Barré dans son groupe, parce que je savais qu'il avait déjà des images. Donc ils ont fait équipe commune, et donc c'est eux qui ont trouvé l'anomalie qui a conduit à la découverte, après plusieurs années de recherche, de la pièce qui est derrière l'entrée. En 2012, alors j'ai tourné un film avec National Geographic et un film avec la NHK japonaise. Le film de la NHK japonaise, le jour où il est passé la première fois, il y a eu 11 millions de téléspectateurs au Japon. Et parmi les téléspectateurs, il y a un docteur japonais, docteur Hiroyuki Tanaka, qui m'a contacté en me disant moi j'ai une technologie, j'ai mis au point une technologie parce que je travaille sur les volcans. Et c'est notre problème au Japon, c'est qu'il faut qu'on essaie de détecter la lave dans les volcans, et il y a la myographie qui permet de voir le mouvement de la lave dans la cheminée du volcan. On voit si ça monte ou si ça descend. Mais évidemment, c'est un processus qui est très lent. Et puis, un volcan, c'est pas une pyramide. Il m'a dit, moi, avec ma technique, on doit pouvoir voir relativement rapidement si il y a des vides à l'intérieur. Je suis allé en 2012, il m'a invité à son laboratoire au Japon, et donc j'ai vu son matériel. Et en 2012, c'était toujours le problème de l'Égypte avec le printemps arabe. En 2013, bon, il y a eu la fin du printemps arabe, la reprise en main, dirons-nous, par l'armée égyptienne. Et j'ai recontacté le professeur Hani Elal, qui était un petit peu déstabilisé parce que pendant la Révolution, les émeutiers avaient brûlé la faculté, et ils avaient brûlé tout l'immeuble où il avait toutes ses archives, il n'avait plus rien. Donc il était vraiment un petit peu déprimé. J'ai dit, ça va te faire du bien, on va repartir à zéro. Et j'ai commencé à préparer un dossier en partant sur l'infrarouge et la myographie. Et ce dossier, je l'ai présenté aussi à Dassault Systèmes, qui était un peu réticent parce que il y avait le problème diplomatique, et le problème, l'Égypte, c'était pas un coin où ils avaient envie d'aller. Surtout que Dassault Systèmes, c'est une société qui fait des logiciels. C'est pas Dassault Aviation, mais tout le monde fait l'amalgame entre Dassault Aviation et Dassault Systèmes. Et on leur a tout de suite dit, oui, encore des mirages. Donc ils étaient plutôt très refroidis de ce côté-là. En 2014, la NHK, donc la télévision japonaise avec qui j'avais fait un documentaire, m'a recontacté parce qu'il voulait faire un nouveau documentaire sur les pyramides avec le docteur Tanaka pour le 90e anniversaire de la NHK. Et malheureusement, le docteur Tanaka n'était plus disponible
parce il installé des équipements à l'ETNA. Ils m'ont dit, mais on a d'autres équipes, l'université de Nagoya, et on a le KEK. Le KEK, c'est l'équivalent du CEA japonais. Oui, là, on est dans le monde quand même c'est pas des petits manchots, hein. On est dans le gros calibre. Et le KEK, c'est eux qui ont découvert que le réacteur de Fukushima, il est parti. Parce qu'avec la myographie, ils ont vu qu'il n'était plus là. Donc, ils m'ont recontacté. Je les ai rencontrés le 24 mars 2014. Je les ai emmenés chez Dassault Systèmes qui commençait à réchauffer. Et il y avait un protocole pour préparer cette mission. Donc. Le problème, c'est que en 2014, fin 2014-2015, chez Dassault Systèmes, il y a eu des changements de personnes à la tête d'un certain service. Et ça a été un no-go. Vous savez dire que quand dans des grandes entreprises, il y a go ou no-go. C'est-à-dire on fait quelque chose ou on ne le fait pas. On ne le dit pas en français, on le dit en américain, ça fait mieux. Donc ça a été no-go. On avait tout était prêt. Et le problème, c'est qu'on avait d'un seul coup, on avait 800 000 € qui disparaissaient de la banque, pour nous. Donc on a créé, à 8 personnes, on a créé un institut, HIP, Héritage, Innovation, Préservation. Au départ, je voulais l'appeler HRH. On m'a dit, ça fait un peu trop ton père, Henri-René Houdin. J'avais dit, mais pourtant ça fait bien. Et ça aurait fait héritage, rénovation et histoire. On m'a dit non. Bon, on a fait HIP à 8 personnes. Et puis la CGP a versé les premiers fonds. Un ami qui est président de la CGP a versé avec sa société les premiers fonds pour cette association, ce qui a permis de faire un peu de buzz. Et moi, j'ai réactivé un certain nombre de mes sponsors. Et finalement, on a pu lancer cette mission le 25 octobre 2015, au premier anniversaire du décès de mon père. Mais quelques jours avant, on m'a dit « Jean-Pierre, il y a un seul problème dans tout ça, c'est que le docteur Hawass ne veut pas que tu sois dans la mission. Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai dit « Vous faites la mission, je resterai chez moi, j'ai l'habitude. Mais amenez-moi les résultats et puis on va avancer. » Et donc, on a fait comme ça. Tout était prêt pour le site internet. Vous voyez, on est 4, comme les mousquetaires. Et bien, contrairement aux mousquetaires, HIP a fait la mission pour Scan Pyramide avec 3 mousquetaires. Le 4e, je dirais d'Artagnan, il est resté chez lui. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, on a parlé du 25 octobre, le 19 novembre. Le 9 novembre, mes amis avec l'infrarouge, dont l'expert Jean-Claude Barré a découvert une anomalie sur la face est à la base de la pyramide. Et pour lui, ce que vous voyez, c'est en rouge, c'est une ancienne entrée il doit y avoir un vide derrière. Il y a eu une conférence de presse, mais quelques jours après, la Scan Pyramide a découvert l'anomalie qui était derrière les chevrons, sous les chevrons. Donc, au niveau communication, on a mis de côté cette anomalie qui existe. Il n'y a pas de doute, elle existe. Pour se concentrer sur l'autre, parce qu'on avait plus de chances de trouver quelque chose derrière. Parce que, vu ce que mes 20 ans sur... mais ça n'a pas empêché le docteur Hawass, qui avait tout de suite réagi par rapport à cette anomalie qui avait été annoncée le 9 novembre. Dès le 19 novembre, il avait fait un article apparu dans le journal Alaram, et dans lequel il disait, en racontant toujours des balivernes, que, vous voyez, vous avez lu, mais je pense que Houdin doit être membre de l'équipe. Il le sait très bien, parce que c'est lui qui m'a empêché d'y être. Vous voyez le personnage. Il y en a un autre qui a dit « Je pourrais buter un mec sur la 5e avenue, personne ne dirait rien. » Donc c'est dans la même... Alors on arrive vers la fin, là.
Les on est à combien là? On n'a pas regardé le compteur. On va dépasser un peu, mais bon, c'est pas grave. Quoi, 15 minutes? Non, non, mais là, ça va aller vite. Les 3 découvertes de la mission Scan Pyramide. Le Big Void. Vous avez peut-être vu ces images-là. Le Big Void. Vous voyez en haut, au-dessus de la Grande Galerie, il y a le Big Void. Vous imaginez que si entre ce Big Void et puis la Grande Galerie, ce que j'appelais la rehausse, le truc pour faire passer les cordes, c'est juste l'emplacement. Hein, et vous voyez qu'en bas, le SPNFP, alors c'est le Scan Pyramid North Face Corridor, qui est à droite. Il fallait parler anglais. Hein, et vous voyez ce tube. J'étais à la réunion avec les Japonais à Paris, le jour où les Japonais annonçaient ça. J'ai dit aux Japonais, à toute l'équipe, j'ai dit, c'est fini, vous avez trouvé, il y a une deuxième grande galerie au-dessus de la première. Tout de suite. Et les Japonais disaient, ça fait 30 mètres de long et c'est à telle hauteur. J'ai dit non, ça fait pas 30 mètres de long, ça fait 40 mètres de long et c'est pas à 70 mètres de haut, c'est à 55 mètres de haut par rapport à la base. En février de l'année 2016, 2017, je ne sais plus les dates, dans une interview avec le Parisien Libéré, il y a Aline Girard, la journaliste, qui me dit, et le Big Void, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, Aline, vous allez voir, on dit que c'est à cette hauteur-là et que ça fait 30 mètres. Dans 1 an, dans 2 ans, on vous dira c'est plus bas et ça fait 40 mètres. Ça, j'ai l'article et tout ce que vous voulez. Vous voyez cette image-là, quand à gauche, vous tirez un trait depuis le SP NFC, ça va direct. Et à droite, en partie haute, c'est une image de la du milieu des années 2000. Il suffit que je remette une deuxième grande galerie au-dessus de la première, tout correspond. Alors, quel est le grand intérêt de tout ça? Le grand intérêt de tout ça, c'est que j'envoie 200 ouvriers au chômage. C'est pas sympa, mais ils ont d'autres choses à faire plus intelligentes. Les cordes peuvent rester parallèles pendant toute la construction parce que c'est fait par séquence. On monte les poutres au niveau de la base de la chambre du roi. On fait les 2 premiers plafonds avec la première grande galerie. Les cordes sont parallèles, donc la traction est toujours identique. Une fois que les 2 premiers plafonds sont faits, on monte les autres poutres qui restent au niveau du deuxième plafond. On continue à construire. On fait la deuxième galerie. Et à partir de là, on construit les autres plafonds. Et on a les cordes qui sont toujours parallèles. Alors, les tractions sont identiques. Les tractions sont optimisées. Et ça permet de mettre en œuvre, puisqu'on a 2 grandes galeries, ça permet de mettre en œuvre une technique qui est magique. C'est qu'au lieu de tirer directement, ou si vous avez besoin pour tirer, par exemple pour tirer une tonne, si vous avez besoin de 600 kg de force de traction, en traction directe, si vous le faites par ce qu'on appelle le renvoi, c'est-à-dire vous accrochez vos cordes à un point fixe, c'est le protopalan. Vous passez la corde à l'avant de la plateforme qui va tirer la poutre et votre contrepoids tire de l'autre côté, vous n'avez plus besoin de 600 kg, vous avez besoin de 300 kg de traction. Tout ça, c'est de la physique. Et donc les mecs l'avaient compris. Et la seule complication, c'est qu'il faut une double longueur de corde de traction. Mais si vous avez 2 galeries, vous avez 2 fois moins de hauteur à tirer. Vous avez les 2 premiers plafonds, puis après vous avez les 3 autres plafonds. Donc on a la longueur de corde, de traction pour les cordes. Ils n'auraient pas pu faire une grande galerie de 80 mètres de long parce qu'elle serait sortie de la pyramide. Donc ils ont fait par étapes. Et quand vous voyez le journal de Merer, la façon dont l'intendance est décrite, et la façon dont les séquences d'approvisionnement du chantier sont faites, pour les Égyptiens, construire une deuxième galerie, c'était pas un problème. Et alors, dernière chose, le gros avantage, je vous ai dit que la dernière itération de la grande galerie, du contrepoids, c'est qu'il y avait un puits. Dans la pyramide, vous avez des poutres de la chambre du roi.
c'est qu'il y a des plafonds, il y a des poutres qui font 30 tonnes, d'autres qui font 60 tonnes. Le contrepoids n'a pas été optimisé pour peser 60 tonnes, il a été bâti sur la traction de la charge minimale avec la possibilité de le surcharger. Donc le contrepoids, il était chargé en fonction de la poutre à tracter. Pour une poutre de 25 tonnes, un contrepoids de 25 tonnes était suffisant. Pour une poutre de 60 tonnes, un contrepoids de 40 tonnes était nécessaire. Donc il fallait resurcharger. Donc on pouvait remettre des blocs de 2 tonnes en surchargeant l'étage supérieur du contrepoids par des blocs de granit. C'est le type de bloc qu'on a retrouvé dans la chambre des herses. Vous savez, il y avait des, on appelle ça des herses, ça n'a jamais été des herses à la base pour la chambre du roi. C'était des herses à la fin, mais à un moment donné, c'était des herses qui étaient des surcharges. On ne fait pas des trucs de cette qualité pour être utilisé qu'une seule fois. Et ça permettait aussi de recharger le contrepoids à son poids minimum. Et pour le recharger, comme je vous ai dit, c'était la plateforme qui était vide, on la chargeait avec des petits blocs. Tout ça, c'était un jeu de balance. Tout ça, c'est de la finesse, c'est de l'intelligence. Moi, j'invente rien. Alors, pour finir, le Big Void, j'ai fait pendant les 3 dernières années, j'ai rédigé trois mémoires que j'ai à chaque fois publiées sur ma page Academia et sur HAL, que vous voyez. C'est Jean-Olivier qui les place pour moi sur HAL parce que je ne sais pas comment faire. En fait, l'avantage avec cette plateforme, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour pouvoir télécharger. Comme le lien est peut-être pas forcément très visible, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel si vous voulez qu'on vous l'envoie. Mais sinon, si vous faites une recherche sur HAL Sciences ouvertes et qu'après vous cherchez Houdin, vous verrez tous ces travaux. Et là, vous allez tout avoir Il y a 550 pages au total. Hey, j'ai mis 3 ans à les écrire, hein, l'un après l'autre. Et les trois, je les ai publiés le 25 octobre 2021, 22, 23, 24. Les dates anniversaires du décès de mon père. Comme ça enfonce le clou pour l'histoire. Parce que, bon, je vieillis. Je vais avoir 74 ans le mois prochain. Et je ne sais pas il faut attendre encore 25 ans pour... je ne serai plus là. Mais donc je pense que j'écris pour l'histoire. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, Einstein, il était moins connu quand il était vivant. Je dis, t'es sympa, toi. C'est pas d'être connu qui m'intéresse. C'est de transmettre des choses qui ont un sens. C'est de transmettre de la connaissance. Parce que, vu toutes les années que j'ai cherché sur Internet, dans les bibliothèques et tout ça, des trucs sur les pyramides, c'est insignifiant. C'est nul. Il n'y a pratiquement rien, à part Dieter Arnold, Stadelman, Zahi Hawass, c'est nul. Hein, le SPNFC, c'est cette pièce-là, c'est ce qui a été vu le 24 février 2023 et annoncé le 2 mars 2023. C'est à 82 cm de la face. 82 cm. C'est-à-dire que pendant 200 ans, les gens sont passés devant, à dire... Et il n'y en a même pas fait de trou. Enfin, je dis les mecs qui étaient sur place de l'équipe n'ont même pas fait un trou. Ils ont passé un endoscope entre une petite fissure qu'il y avait entre les joints. Et ils ont découvert ça. Ça faisait 45 siècles que l'œil humain n'avait pas vu ça. Et ça, vous voyez, il y a un truc un peu bizarre au milieu, mais de chaque côté, il y a des blocs qui sont... parce que la pièce, en fait, elle fait 3 mètres de large, plus de 3 mètres de large, elle fait 6 coudées de large. Et vous voyez que c'est bien plat sous les blocs qui sont sur les côtés. Parce qu'il y a eu une fonction. Parlons de contrepoids. Et vous voyez, au fond, il y a des coulures. Et ça, c'est juste derrière les chevrons.
étant quand même membre de IP Institute et de Scan Pyramide, l'équipe il y a eu un relevé, un scan qui a été fait avec l'endoscope de la pièce. Il y a quelques images qui ont été en photo, qui ont été publiées dans la presse, mais les équipes ont reconstitué en virtuel les images, la pièce telle qu'elle a été filmée. Et vous voyez, il y a deux personnes. Il y a Mehdi Tayoubi qui est le président de HIP Institute, et donc de la mission Scan Pyramide. Et puis il y a marqué JPH dans un coin, là, le deuxième. Bon, c'est moi. Donc j'ai pu quand même aller à l'intérieur de la pièce en virtuel. Et je peux vous dire, en virtuel, quand vous avez de la réalité virtuelle, quand c'est recréé, à part si vous mettez le doigt, vous touchez rien. Mais vous voyez, il y a même des dimensions. C'est-à-dire, vous mettez le doigt comme ça, vous faites comme ça, vous pouvez prendre des dimensions. Et donc je connais la pièce de l'intérieur. J'étais dans l'intérieur virtuellement de cette pièce. En 2011, la dernière version de ma pièce, c'était... alors là, dans la pièce que vous voyez, j'ai à la fois ce que j'appelle la pierre de Strabon, qui est à l'arrière et à l'avant. C'était une pierre que je disais qui a permis de sceller l'accès au couloir qui va à la chambre du roi. En fait, c'est la pierre qui est cannelée comme ça qu'on voit sous les chevrons. Et Strabon a dit, il existe dans la pyramide, à une certaine hauteur, sous une des faces de la pyramide, une pierre qui peut être enlevée et qui mène par une syringe tortueuse directement à la chambre funéraire. En Égypte, à l'époque, la chambre funéraire, aux appartements funéraires, là, c'était pas une pièce, c'est les appartements, c'était l'antichambre, les antichambres. Ça dépend, par exemple, d'Achour, il y a la rhomboïdale, il y a une chambre, à la rouge, il y en a deux. Parce que le défunt allait dans l'au-delà avec tous ses objets, son lit, Et donc, cette pièce-là était une pièce qui permettait de stocker la pierre qui allait servir de herse pour fermer le couloir. Alors, en 3D, ça c'est de la 3D avec Katia, c'est le logiciel d'Asso Systèmes. On a juste rajouté une deuxième galerie, et c'est en prolongement de... Et la pièce que j'ai imaginée à l'époque, que j'appelle la prise multiple, parce qu'elle se branche sur le couloir descendant et elle donne accès au couloir supérieur, et elle donne surtout accès à la rampe intérieure. Parce que après les funérailles, la pyramide a été scellée. Et l'accès à ce circuit a été scellé de l'intérieur. Il fallait bien quand même que les ouvriers dégagent. Il y avait juste un petit puits au-dessus du circuit noble. Il n'avait plus qu'à remonter dans la rampe intérieure puis redescendre à la base. Il y avait 200 mètres à faire dans la seule différence qu'il y a maintenant avec la visite que j'ai faite en virtuel c'est la partie inférieure de cette pièce. Au lieu de que la pierre soit poussée du fond de la pièce, parce que je ne savais pas comment les gars pouvaient déplacer une pierre d'un certain poids. La différence, c'est que la pierre a été tractée elle a été freinée par des contrepoids qui étaient latéralement dans la pièce. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que j'ai 150 pages là-dessus, vous irez voir si vous voulez en savoir plus, mais voilà la différence pour le SPNFC. Alors, troisième découverte, la cavité C1. Quand la mission Scan Pyramide a démarré, il y a le CEA qui s'est intéressé à la mission, et il y a un scientifique, un ingénieur du CEA qui nous a contactés, qui nous dit ouais, moi je suis ingénieur et je fais de la myographie aussi, mais différemment, je fais ça avec des télescopes. Je travaille en extérieur. C'est des télescopes à gaz. Ça me permet de découvrir comme les trucs japonais, mais nous on est à l'extérieur. On a dit ok, donc ok pour la mission. Et on a dit mais il faut faire un essai.
Et en avril 2016, le CEA s'est installé avec 3 télescopes à côté de la pyramide, au nord de la pyramide et à l'est de la pyramide. Et on a dit, ben, il y a une pièce sur une arête qui est à l'intérieur, que personne ne connaît, mais on sait qu'elle existe puisqu'on est rentré dedans. Est-ce que vous arrivez à la détecter? Et on dit, bon, on va faire un essai. Et au bout d'un mois, 1 mois et demi, l'ingénieur nous a dit, ben voilà, on a détecté. Il y a une pièce qui est à une vingtaine de mètres au-dessus de la pièce dont je vous avais parlé, mais elle est de la même taille. Cette pièce-là a été scannée, a été étudiée, et elle est en forme de coupole. Vous voyez en bas, c'est avec la 3D, l'emplacement où il y a ça. Et vous voyez qu'en partie haute, il y a une pierre qui est étonnante parce que c'est comme une clé de voûte. Hein, on a vraiment l'impression que c'est une clé de voûte parce qu'il y a des petites, en plus il y a des petites pierres plates qui sont glissées entre les. Donc on sent bien que c'est, et comme m'avait dit Bob Breyer quand il était sorti de cette pièce-là, il me dit c'est vraiment une coupole. Et je vous ai dit aussi que la rampe intérieure était à 2 étages. Pour moi, c'est au-dessus, il y a encore un vide. Et le volume qui a été découvert dans cette cavité C1, c'est le même que la C2, parce que toutes les deux doivent avoir un vide au-dessus aussi. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Pierre Tallet, de la mer Rouge, et les Égyptiens faisaient des campagnes de navigation à travers la mer Rouge pour aller au Sinaï chercher du cuivre. Au Sinaï, il y avait des bandes de brigands, déjà. Il y avait des terroristes. Donc, c'était des caravanes armées qui allaient extraire du cuivre et du sable. Ils sont allés aussi chercher un sable du Sinaï qu'on a retrouvé dans du couloir de la chambre de la reine. Il y a une particularité, c'est que c'est des billes. C'est du quartz à 100%, 99%, c'est des billes, c'est des roulements à billes. Quand vous voyez qu'on pousse les blocs de façade au-dessus des autres, comment pousser facilement? Ben, vous saupoudrez avec du sable comme ça, comme des billes. Et voilà. Vous voyez, tout était étudié. Et les bateaux qui faisaient la navette le faisaient à certaines saisons. Parce qu'après, la mer Rouge était trop houleuse pour traverser. Donc, les Égyptiens démontaient leurs bateaux. C'était des bateaux qui étaient cousus à la corde. Et ils les mettaient dans des galeries. Ils ont creusé une trentaine de galeries. Donc, trentaine de galeries de 15-20 mètres de long dans des falaises. Il faut le faire. Donc, ces deux pièces C1 et C2, pour moi, c'est des chambres de rotation. Et quand vous regardez où elles sont, C1, C2, boum, boum. Elles sont exactement à l'endroit où je dis il y a des chambres de rotation. Ce n'est pas du hasard. La perversion de la cité commence par la fraude des mots. C'est Platon qui a dit ça. C'est tellement vrai. On l'a en ce moment. On l'a vraiment à 100%. Partout, partout. On vous fait prendre les vessies pour des lanternes. Alors, je vous laisse lire. Alors, Indiana Jones, vous avez dit l'homme au chapeau. Il se prend pour Indiana Jones depuis 20 ans, 25 ans. Ou 40 ans. Oui, mais le chapeau, il l'a eu. En fait, il dit que c'est lui qui a imaginé le chapeau, mais c'est Mark Lehner qui lui a amené le chapeau la première fois. Et Mark Lehner, il faut quand même dire que Mark Lehner, il était dans la fondation Case, c'est-à-dire les gars qui pensent que sous le Sphinx, il y a le Hall of Fame où il y a tous les. Et quand il a vu les pyramides, il s'est dit non, c'est pas possible, ça devait être construit par les hommes. Donc au moins ça lui a fait du bien d'aller voir les pyramides. Et il fait un excellent travail. Il fait un excellent travail. Mais au niveau du chantier, pas du chantier, mais du village des ouvriers. Au niveau pyramide, il est nul. Alors là, c'est dans le film de Florence Tran, Le Mystérieuse Découverte, qui est un film qui a été tourné pendant la mission Scan Pyramide. Alors, il y a un truc qui est cocasse, c'est qu'elle dit « Personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de technique. Car tout ce qui a été fait scientifiquement dans les pyramides depuis 100 ans, c'est du vent.
Voilà l'ancien patron du Conseil suprême des Antiquités, ancien ministre de la Culture égyptien, qui dit ça. Le 2 mars 2023, le jour où il y a eu l'annonce de la conférence de presse devant la pyramide de Khéops, alors il est venu voir l'endroit où on avait fait cette découverte. Moi, quand on voit la vidéo, il fait une tête, on a l'impression qu'il monte à l'échafaud. Vraiment, il monte à l'échafaud. Vous voyez, il y a des planches, il y a des bouts de bois, il va se dire, ils vont me pendre. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de technique. Là, il a bien fallu qu'il y croie. Mais comme il est tous ces roublards et ces bouffons, il a toujours la découverte, il a déclaré, certainement la découverte scientifique la plus importante des temps modernes et de l'Égypte du XXIe siècle, à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Donc ça, il dit, bon, on a découvert ça. Mais comme il sait qu'il ne peut pas dire que c'est lui, il y a le professeur Hani Elal qui, pendant la conférence, me dit, oui, mais parce qu'il connaît très bien Zahi, il dit, Zahi, maintenant il faut continuer les investigations, il faut voir ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a au-dessus. Parce que Zahi Hawass, il sait très bien que Jean-Pierre Houdin, depuis 2011, il dit qu'il y a un couloir derrière et qu'il y a une rampe intérieure au-dessus. En plus, il avait été invité à la conférence de presse avec Dassault Systèmes, il n'est pas venu parce que il est allé voir le concert de Shakira aux Pyramides. Mais oui. C'est plus important. Bah oui. Mais non, mais ces gens-là, ils ont besoin d'être vus à la télé, dans les machins. Moi, j'ai été dans des conférences où j'avais Zahi Hawass, et les gens en sortant disent, mais quand on écoute une conférence de Zahi Hawass, on ne voit pas ce qu'il veut montrer parce qu'il est devant sur la photo. C'est ça, c'est des gens qui sont... Et alors, tout de suite, Zahi Hawass a répondu, il n'y a rien à voir au fond ni au-dessus. Le mot d'ordre était fait, et il y a une grande possibilité, et c'est certain, que ce tunnel protège quelque chose. À mon avis, il protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. À chaque fois qu'il y a une découverte dans la pyramide de Khéops, il y a la chambre du roi derrière. En 2010, vous avez peut-être entendu parler du robot de Jedi. C'était un robot qui était monté dans les conduits de la chambre de la reine. Et sans vouloir me vanter, cette mission-là, elle a été faite grâce à moi. Toutes les missions qui ont eu lieu en Égypte depuis 15 ans, je suis à l'origine. Parce que des gens viennent me chercher, on me dit, t'as pas un sponsor pour... Et que j'avais Dassault Systèmes qui me suivait beaucoup à l'époque. Et quand le robot est allé, qu'on a passé le trou, il y a eu le trou, qu'il a passé sa caméra, il est tombé 14 cm. Il faut dire, les conduits de la chambre de la reine, c'est 20 cm par 20 cm. Et derrière le trou, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une autre pierre, mais une pierre brute, à 14 cm. Et Zahi a commencé à dire, derrière, il y a la chambre du roi. Derrière, c'est sa phrase. Derrière, il y a la chambre du roi. Donc, il n'y a rien à voir. Ça protège la chambre funéraire. Alors, je ramène la position de cette pièce par rapport à la pyramide. Il y a le couloir descendant. Donc, on ne peut pas mettre déjà la chambre du roi entre la chambre de Zahi. On ne peut pas la mettre entre la pièce qui a été découverte et le couloir descendant. Et puis... il ne reste plus que la poser pratiquement au niveau du sol et à 10 mètres de la façade. Vous croyez que les Égyptiens se seraient emmerdés à faire 5,5 millions de tonnes de pierre pour aller foutre la machine ici? Non, bon, on est d'accord. Alors après, là les télévisions, alors les américaines, elles étaient là, hein, ABC, NBC, CBS, Fox, tout ce que vous voulez. J'ai écouté, comme j'ai l'habitude d'aller aux États-Unis, j'ai passé 5 ans aux États-Unis dans les 20 dernières années. Dans les chaînes, à chaque fois, quand les reporters posaient une question, la première des choses qu'ils disaient, il n'y a rien à voir en haut. Nothing to see above, nothing to see in the below. Voilà, c'était ça. Pour moi, ça me faisait rigoler parce que il me parlait.
Je savais qu'il avait ça en tête dans sa tête. Il s'est dit surtout pas toucher ça, surtout pas aller regarder ce qu'il y a derrière. C'est changer la conversation. Hein. Voilà, ils peuvent pas en tirer un profit. Il ne peut pas dire j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela. Là, je vous dis, en ce moment, il fait ses conférences aux États-Unis. Il faut que j'en trouve une en vidéo, mais avec Joey Rogan, qui est un mec qui n'a aucune culture, Zahi s'est mis à son niveau et c'est affligeant de voir Zahi Hawass, qui a été quand même ministre, qui a été chargé de la culture égyptienne pendant si longtemps. Il est affalé dans un fauteuil avec un gros cigare en train de gesticuler. Sur les réseaux sociaux, en ce moment, il se fait descendre à toute vitesse. Les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?» Voilà. Et ben moi, je suis obligé de me battre avec ça depuis. Alors, si, petite consolation. Récemment, il y a eu une confirmation, enfin, un article dans une revue scientifique pay-per-view, c'est-à-dire qui a été revu par des scientifiques, par Mohamed El Karmoti, qui est le bras droit de Annie Elal, et puis Johannes Ruffeux, qui était un Allemand, avec qui je corresponds souvent. Et ils ont réussi à glisser dans ce journal, dans cet article, un peu qui me remercie, parce qu'ils ont tous été là-bas grâce à moi. Voilà. Enfin, voilà. Maintenant, il faut aller sur le site de la CGP. Le truc, là, vous apprendrez beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit aujourd'hui.